Aujourd'hui, l'ascenseur est partout. Vous montez dedans, au centre commercial, au bureau ou à l'hôpital, sans même y penser. C'est l'objet le plus banal de notre vie moderne. Pourtant, pendant des siècles, grimper dans une cabine suspendue dans le vide paraissait totalement suicidaire. Le problème n'était pas technique, il était terrifiant. Comment convaincre les gens qu'ils n'allaient pas mourir écrasés au sol si le câble cassait? Pour débloquer la situation, il a fallu une démonstration publique si folle qu'elle a transformé la terreur pure en confiance absolue. Si vous aimez découvrir l'envers du décor de ces objets, laissez un petit pouce bleu pour aider la chaîne à grandir. C'est fait? Alors on continue. Pour comprendre la paranoïa de l'époque, il faut s'imaginer le monde de la révolution industrielle. Au début du XIXe siècle, les usines poussent partout, les mines se développent. Et le besoin de déplacer des tonnes de charbon, de fer ou de marchandises verticalement devient une priorité absolue. Soulever des charges n'a rien de nouveau. Depuis l'Antiquité romaine et les machines d'Archimède, on utilise des systèmes de poulies, de grues en bois et de contrepoids, actionnés par la force humaine ou animale. Mais au XIXe siècle, on y associe la puissance de la vapeur. Les premières plateformes de chargement apparaissent dans les usines textiles et les entrepôts d'Angleterre et d'Amérique. Mais ces machines ont un défaut majeur. Elles sont de véritables pièges mortels. Les câbles de l'époque sont fabriqués en chanvre tressée ou en fer forgé de piètre qualité. Avec l'humidité, l'usure précoce et la friction constante sur les tambours en fonte, ils finissent par s'effilocher en secret. Les ruptures sont fréquentes, brutales et imprévisibles. Lorsqu'un câble lâche dans une mine ou une usine, la plateforme lourde de plusieurs tonnes fait une chute libre verticale et s'écrase dans un bruit de fin du monde, broyant tout sur son passage. À cause de ces accidents réels répétés, une peur collective s'installe. Dans l'esprit des gens, monter sur une plateforme suspendue équivaut à jouer sa vie à la roulette russe. Les ascenseurs restent donc strictement réservés au transport du fret. Aucun directeur d'usine, aucun propriétaire d'hôtel et aucun client ne veut risquer sa vie pour s'éviter la corvée des marches. Les humains continuent de grimper à pied, marche après marche, étage après étage. C'est dans ce climat de méfiance totale qu'entre en scène un mécanicien frustré, Elisha Otis. En 1852, alors qu'il travaille à la construction d'une usine à Yonkers, dans l'État de New York, son patron lui demande de concevoir un monte-charge pour installer des machines lourdes. Otis connaît les risques. Il refuse de concevoir une machine qui pourrait tuer ses collègues. Il se met alors à réfléchir non pas à la manière de faire monter la cabine, mais à la manière de l'arrêter si tout s'effondre. Il conçoit alors le parachute de cabine. Le principe est purement mécanique, totalement autonome et ne dépend d'aucune intervention humaine. Otis utilise un énorme ressort en acier plat, similaire à une lame de suspension de calèche, qu'il fixe au sommet de la plateforme. Tant que le câble principal reste tendu pour tirer la cabine, le ressort est maintenu courbé sous pression. Mais si le câble se détend ou se sectionne net, la pression disparaît instantanément. Le ressort se détend, alors comme un arc, et propulse deux grandes dents en acier trempées vers l'extérieur. Ces dents viennent s'encastrer profondément dans des crémaillères crantées, fixées solidement sur les rails verticaux du puits. La cabine se bloque d'elle-même en une fraction de seconde. Sur le papier, c'est une révolution totale qui élimine le danger de mort. Otis fonde sa propre entreprise, confiant. Mais la réalité est cruelle. Personne ne lui achète sa machine. Les clients potentiels regardent ces schémas avec scepticisme.
Pour eux, un simple bout de métal ne peut pas stopper des tonnes en chute libre. Otis est au bord de la faillite, n'ayant vendu que 3 pauvres monte-charges en plusieurs mois. Il comprend alors qu'une explication technique ou un brevet sur un morceau de papier ne suffira jamais à briser une phobie humaine. Pour vendre la sécurité, il faut mettre sa propre vie en jeu. Nous sommes en mai 1854, à l'Exposition universelle de New York, sous l'immense dôme de verre du Crystal Palace. C'est l'événement le plus couru de la planète. Au milieu des dernières innovations technologiques, Elisha Otis décide d'organiser un spectacle macabre pour marquer les esprits une bonne fois pour toutes. Il fait bâtir au centre de la grande nef une immense structure en bois de plus de 10 mètres de hauteur, équipée de ses rails de guidage. Une foule immense et curieuse se masse au pied de la tour. Otis apparaît vêtu d'un costume 3 pièces impeccable et d'un chapeau haut de forme. Il monte sur la plateforme ouverte, totalement exposée aux yeux du public. La machine se met en route dans un grondement de vapeur et la plateforme s'élève lentement dans les airs. 5 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Arrivé au sommet, Otis fait signe d'arrêter le moteur. Le silence se fait dans la salle. C'est alors que le public remarque la présence d'un assistant sur la structure, placé juste au-dessus de la cabine. Dans ses mains, il tient une immense hache de bûcheron bien aiguisée. Otis se tourne vers la foule, puis donne l'ordre le plus fou et le plus incompréhensible de l'histoire industrielle, couper le câble. L'assistant lève la hache et frappe de toutes ses forces. Le câble de traction se sectionne net. Un cri d'horreur s'échappe de la foule. Les spectateurs ferment les yeux, s'attendant à voir l'inventeur s'écraser et mourir en direct sur le sol en pointillé. La plateforme chute lourdement de quelques centimètres dans un sifflement d'acier, puis s'arrête net dans un grand fracas métallique. Le ressort s'est détendu, les mâchoires ont mordu le bois. La plateforme n'a pas bougé. Otis, toujours debout, retire calmement son chapeau, salue la foule stupéfaite de ce miracle et lance cette phrase entrée dans la légende. « Tout va bien, messieurs !» Ce coup de hache spectaculaire fait sauter le verrou psychologique de l'humanité. En une seule seconde, la peur historique du vide s'est évaporée. L'ascenseur n'est plus une cage de la mort. Il devient l'endroit le plus sûr du bâtiment. Et ce simple déclic va totalement bouleverser l'architecture des villes et la vie quotidienne de millions de citadins. Avant cette invention, les villes étaient condamnées à s'étaler horizontalement à l'infini. Pourquoi ? Parce que l'être humain refuse physiologiquement de grimper plus de 5 ou 6 étages au quotidien. Les escaliers dictaient la hauteur maximale des bâtiments. Cela créait également une hiérarchie sociale très stricte dans l'immobilier. Les riches habitaient exclusivement au rez-de-chaussée ou au premier étage, loin du bruit de la rue, mais facile d'accès. Les étages supérieurs, étouffants en été, glacials en hiver et épuisants à atteindre, étaient réservés aux pauvres, aux artistes fauchés et aux domestiques. On appelait cela les chambres de bonne. En rendant la montée instantanée, sans effort et garantie sans danger, l'ascenseur d'Otis inverse totalement la logique de la société. En quelques décennies, tout bascule. Les grands magasins de New York, de Londres et de Paris, comme le Bon Marché, installent ces cabines luxueuses tapissées de velours et de miroirs. Les clients ne se contentent plus de visiter le rez-de-chaussée. Ils montent volontiers jusqu'au 5e étage pour dépenser leur argent, transformant le commerce de détail. Les hôtels de luxe s'emparent aussi de la technologie. Le confort ultime n'est plus d'être en bas, près du brouhaha des calèches et de la poussière des boulevards, mais tout en haut, là où l'air est plus respirable.
la lumière plus belle et la vue imprenable. Les étages supérieurs cessent d'être un purgatoire pour devenir le sommet du prestige. La valeur du mètre carré s'envole à mesure que l'on monte vers le ciel. Le concept de penthouse de luxe et d'appartements d'exception tout en haut des immeubles vient de naître. C'est cette même confiance qui permet aux ingénieurs de concevoir les premiers gratte-ciel à structure en acier à Chicago et New York à la fin du XIXe siècle. Sans le parachute d'Otis, construire un immeuble de 20, 50 ou 100 étages aurait été d'une totale inutilité puisque personne n'aurait pu y monter. Des villes verticales comme New York, Dubaï, Tokyo ou Shanghai ne seraient aujourd'hui que de vastes étendues d'immeubles bas et écrasés à perte de vue. La prochaine fois que vous entrerez dans une cabine et que vous appuierez sur un bouton pour monter sans aucun effort, observez les parois métalliques autour de vous. Et rappelez-vous qu'il a fallu qu'un homme frôle la mort en public, suspendu au-dessus d'une foule en délire, pour que l'humanité accepte enfin de prendre de la hauteur et de bâtir le monde moderne. Si cette histoire t'a surpris, laisse un like et abonne-toi à la chaîne Comment c'est né? Dis-moi en commentaire quel objet du quotidien cache le plus grand secret, et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.